Du coup, Étienne, alors, je contextualise un petit peu. D'abord, déjà, une fois de plus, merci d'être là. C'est trop cool. Et première fois qu'on s'appelle, c'est en 2015 ou 2016, je pense. Ouais. Et à l'époque, en 2016, moi, j'ai des business de muse avec Baptiste. On lance plein de petits business rigolos sur Internet et on est incubé à Toulouse. Et du coup, la personne qui nous incube à ce moment-là, d'ailleurs, qui m'a fait rencontrer plein de gens intéressants, notamment Johan et notamment Étienne, il nous met en relation parce que je crois qu'il était actionnaire d'une agence où tu bossais ou un truc comme ça. Et en fait, c'était un business où on était ni toi, ni nous, enfin ni Johan, ni personne, on n'était pas du tout alignés avec ce business-là. Mais par contre, c'était putain de rentable. On a vraiment gagné de l'oseille à ce moment-là. Et ce business-là s'est arrêté pour le mieux. Et ce qui est cool, c'est qu'on est devenu maintenant mainstream. Et donc toi, aujourd'hui, tu as pignon sur rue et tu fais partie des agences les plus connues en ce moment sur Paris. Johan, on sait ce que tu fais. Et puis avec Baptiste, on s'est reconverti après dans l'accompagnement. Mais du coup, il y a quand même eu du bon dans cette période-là. Et donc, n'hésitez pas à aller faire des projets un peu foireux. Ça vous permet au moins de rencontrer les bonnes personnes ou au moins de raconter des belles histoires. Donc voilà. Et accessoirement d'imprimer quelques millions aussi parce que c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Est-ce que tu es OK du coup de te présenter et d'expliquer un peu ce que tu fais de manière pour qu'on puisse contextualiser un peu ça? Ouais, avec plaisir. Effectivement, c'était la belle époque. Comme ça qu'on a appris à faire du media buying en soi. Je m'appelle, donc enchanté, je m'appelle Étienne. J'ai 34 ans. J'ai commencé ma boîte, donc Junto, quand j'avais 26 ans. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, mais j'ai testé pas mal de business avant. Donc, je fais du e-commerce. J'ai monté aussi une plateforme de recrutement. J'ai démarré à l'étranger, en fait. Ouais, du coup, plateforme de recrutement. Ouais, plateforme de recrutement, e-commerce, dans un contexte international. Et après, je suis rentré en France et effectivement, j'ai travaillé chez Effilab, donc qui était une agence de paid media. Et un an après, j'étais sur la partie commerciale. Enfin, en fait, je voulais plus gérer de comptes et de faire de paid. Je voulais développer le business. Et moi, je suis allé dans le marketing juste à la base. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'entrepreneuriat et le fait de développer des boîtes. C'est comme ça que j'ai atterri dans le marketing. C'était vraiment parce que je trouvais que c'était une compétence clé à avoir, de savoir marketer, de savoir vendre derrière pour aller développer une activité. Je trouvais ça magique. Moi, j'ai démarré sur des trucs un peu pirates, effectivement, sur du e-commerce. On vendait des maillots de foot. Et alors des faux, bien sûr. Oui. Et en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux de voir tout ce trafic, toutes ces personnes sur le site qui achetaient. Et donc je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on fait ça pour plein d'autres business? Comment on crée de l'audience en fait pour venir scaler des business? Et donc voilà, donc j'ai bossé chez Effilab pendant 2 ans au final, 1 an en media buying et 1 an on a monté l'entité commerciale. Après, c'est une boîte qui s'est fait racheter par Solocal, donc pas jaune. Ouais. Et je suis parti à ce moment-là et franchement, je voulais faire autre chose à la base, mais j'avais constitué un réseau dans l'écosystème de start-up parisienne à l'époque, chez The Family. J'ai fait pas mal de conférences. Et du coup, vu que j'étais sales, je suis plutôt founder sales pour le coup, de fil en aiguille, j'ai signé pas mal de comptes. On a bossé avec beaucoup de start-up et de scale-up à ce moment-là, parce qu'il y avait des très fortes levées de fonds. Donc le principal cas d'usage, c'était j'ai beaucoup de budget à investir dans les 6 prochains mois pour réaliser mon BP. Je peux pas recruter assez vite, j'ai pas les expertises en interne. Est-ce que vous pouvez gérer notre achat média? Et donc du coup, on a accompagné comme ça aujourd'hui plus de, je crois, dans le CRM, j'ai genre 2000 boîtes clientes au final. Et après, enfin voilà, donc on a vraiment industrialisé la gestion du média payant. Et on a énormément communiqué aussi pour nous-mêmes nous développer. Donc on a une forte ascension, on va dire, de 2016 à 2022. Aujourd'hui, on fait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires, on a 5 activités. Et donc, tu peux les nommer d'ailleurs, enfin tu peux peut-être Ouais, donc on a le paid media, le SEO. Le paid media, parce que c'est media buying sur toutes les plateformes, on va dire. Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup plus de Google et de LinkedIn. Pour le coup, on a beaucoup aujourd'hui de clients, nous, SaaS et B2B. Et on a du SEO, on a du tracking, on a du CRM et on a de la créa. Et donc voilà, on a vraiment vu aussi le marché évoluer, les demandes évoluer, les business évoluer. Et donc on a aussi ouvert de nouveaux services. Au début en interne chez Junto, aujourd'hui au sein d'un groupe. Donc on a segmenté les activités parce qu'on s'est rendu compte aussi en termes de management et de drive de business et de marque que ça fonctionnait mieux comme ça.
Donc je pourrais peut-être en reparler. Donc voilà, et donc pour ma part, donc j'ai accompagné ce développement-là et aujourd'hui, j'investis, je gère cette société, je gère les directeurs qui la composent, j'essaie de les coacher, de les accompagner et voilà. Ok, trop bien. Et les boîtes de services, très souvent, on dit que c'est un peu la guerre des talents. Du coup, vous aujourd'hui, en termes de consultants, soit externes, soit salariés, enfin, ton équipe aujourd'hui, elle ressemble à quoi, au plus haut et au plus bas? Enfin, sur le plan RH, tu peux nous contextualiser un peu? Ouais, donc nous on a que des salariés internes sur nos métiers. On a décidé et c'est peut-être une bêtise dans certains cas, mais on a décidé de tout faire en interne. Sur notre cœur donc on a quelques freelances qui tournent autour, mais globalement on a que des salariés. Et ensuite en fait on a donc globalement on a des directeurs de BU. Ensuite en dessous d'eux on a ce qu'on appelle des team leaders. Et en dessous des team leaders on a des consultants qui vont vraiment être eux opérationnels. Et c'est comme ça qu'on est organisé, quoi. Okay. Puis après on a les équipes sales à côté, les équipes finance et j'oublie quoi, et non, c'est tout. Ouais. Trop bien. Donc du coup aujourd'hui on va parler de comment scaler une boîte de service. On a préparé quelques gros des milestones, quoi, des gros chapitres. Et c'est vraiment interactif, comme j'ai dit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions pour la suite. Premier point qu'on voulait aborder, Étienne, c'est quand Junto s'est arrivé sur le marché, déjà, vous avez fait pas mal de publicité. Ouais. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un cocon sémantique, vous allez sur le site de Junto aussi. Il est très, très bien réalisé. Donc, il y a eu du travail en SEO, il y a eu du travail en ads, etc. Vous avez fait ça. Mais il y a eu aussi un travail de branding à travers toi. Et puis à travers la marque, en fait, toi, tu as un branding fort et ta marque aussi. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est important forcément pour acquérir du client, mais aussi pour acquérir des talents, parce qu'on l'a dit, c'est un peu la guerre, quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé effectivement en tant que freelance, on va dire. Enfin, j'ai commencé à publier du contenu depuis un certain temps, mais je voulais pas être freelance, en fait. Je voulais vraiment monter une société, y avoir. Voilà, j'avais l'objectif d'avoir quand même pas mal de salariés, etc. Donc c'est ce que je voulais faire. Et donc je voulais me détacher assez vite de cette marque personnelle. Et donc ça s'est fait par étapes, hein, mais au début c'était on rajoutait une page sur le site tous les mois, etc. Mais en fait pendant très longtemps j'ai toujours quasiment tout réinvesti sur la communication. Je dirais jusqu'à l'année 3 ou l'année 4, quasiment tout le bénéfice que je faisais, ou en tout cas une grosse partie, je l'investissais dans le marketing. Et donc j'ai investi très tôt en SEO. Et j'ai investi très tôt en paid. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait pas énormément en fait à l'époque pour des agences ou pour des boîtes de services. Et pourtant, ce qui était assez logique dans le sens où c'est quand même des activités qui génèrent de l'EBITDA, qui génèrent de la renta. Et donc on peut se permettre d'investir 10 à 20% de son chiffre d'affaires sur ces activités-là. Souvent, moi j'ai l'impression, en tout cas à l'époque quand je regardais, quand je comprenais pas. Je me disais qu'en fait, il y en avait qui restaient à un plafond de verre parce que du coup, ils souhaitaient garder cet argent-là pour eux, et c'était peut-être un peu trop tôt, au lieu de le réinvestir en fait dans leur marketing et dans leur croissance. Donc on a fait beaucoup de bruit via ça. Donc ça rentrait énormément, et en fait on avait c'était un cercle vertueux mis en place via ce système, quoi. Mais il faut comprendre aussi le mécanisme, c'est que leur boulot, c'est de vendre de la pub qui va permettre de faire performer les annonceurs. Donc, ils vont permettre de générer de la conversion. Et donc, on pourrait dire, en gros, je dépense X centimes en publicité pour avoir 1 euro, 1 euro de chiffre d'affaires, c'est mon modèle, etc. Et on peut rester dans ce mindset-là. Et moi, très souvent, j'ai eu ce mindset-là. J'ai quasiment eu toujours que ça. Mais réinvestir dans sa marque, c'est faire de la publicité, mais non pas à la performance, mais de manière un peu plus qualitative et pas quantitative. Et ça, c'est vraiment un changement de mindset. Donc nous, on le fait un petit peu sur YouTube, etc. On a Johan qui nous aide là-dessus, on a machin. Mais il y a quand même un apprentissage là-dedans, c'est faire capitaliser la marque. Et on le voyait tout à l'heure dans la conf précédente, dans Build to Sell, il y a aussi quand même avoir une marque forte, quoi. D'ailleurs, moi, je suis vraiment expert B2B, on va dire. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant là sur LinkedIn, ils font des études B2B, marketing B2B. Chaque année, ils sortent un gros doc sur ça. Et globalement, ils disent que la moitié de la perf d'entreprise, c'est vraiment leur brand. Et je me suis aperçu là récemment que finalement, c'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des grosses prods, des vidéos à 20K, 30K, etc. Et j'ai balancé des 1000, 2000, 3000 balles par jour juste sur YouTube, en fait, alors que ça me générait quasiment pas...
en fait, j'avais du mal à dire combien de leads ça me générait. Ouais, c'est difficilement traquable. J'étais pas du tout dans le calcul de ça, j'étais plus en mode est-ce qu'on me connaît en fait. Et finalement, c'est ça qui a construit également la marque qu'on avait. Après, je voulais juste revenir sur un petit point, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est souvent au début, on nous a dit mais comment vous êtes positionné dans l'écosystème, alors qu'il y avait déjà quand même beaucoup d'agences. À l'époque, il y avait déjà beaucoup d'agences. Et donc en fait, on a toujours fait des contenus. En fait, je trouve qu'il y a, justement, on parlait de concurrence sémantique et de SEO. Je trouve que dans le positionnement et dans le scale de sa marque et de son service ou de son produit, il faut toujours être un peu en avance de phase sur ce qu'on peut raconter en termes de storytelling, voir où est le marché et quel est qu'est-ce qui se passe dans 3-4 ans, de le mettre en vidéo et de le storyteller à mort. Et derrière, par contre, sur son site, on est une agence SEA. Mais en fait, dans la narrative, je suis pas une agence SEA en fait. Je vends de l'innovation en IA. Donc, je pense que ça, c'est aussi ce qu'on a fait sur les contents, c'est qu'on a été vraiment sur. En fait, on parlait d'IA il y a 4-5 ans. On parlait pas, on n'était pas une agence quoi. Et du coup, les gens ont eu envie de découvrir et de switcher de leur agence. Ils se sont dit, mais en fait, ils ont compris un truc, etc. Ce qui est vrai aujourd'hui pour d'autres réseaux, pour d'autres leviers. Des gens qui leveragent le personal branding que nous que moi j'ai pas leveragé à ce moment-là, mais je pense que en tout cas dans la construction d'une marque, que ce soit du B2C ou du B2B d'ailleurs, je pense que c'est important. Ouais. Pour vous raccrocher à quelque chose qu'on raconte souvent ici, c'est le manifeste. Je rabâche souvent le principe du manifeste, avoir un manifeste sur sa boîte, c'est comment le monde évolue et comment je vais accompagner cette évolution et comment quelle est ma théorie sur le futur et comment ma boîte s'inscrit là-dedans. Et les gens, ils n'ont pas besoin forcément de se rattacher au manifeste, mais ça les rassure de savoir que vous en avez un. Et c'est vraiment hyper important, n'hésitez pas, en tout cas nous c'est un truc sur lequel on met vachement le doigt dans la communication en interne et du coup basé quand même sur un truc de personal branding et là encore corporate branding ça marche également et d'autant plus j'ai envie de dire. Ouais. Ok, trop cool. Et ça niveau positionnement justement, comment t'as géré la concurrence parce que dans le marché parisien en effet il y a beaucoup de monde. En plus il y a des consortiums parce qu'il y a quand même les boîtes de pub qui marchent bien, elles se rachètent à Paris. Ouais. Comment tu as géré ce truc-là? Parce que quand tu démarres, toi, tu démarres pas avec tout ça, quoi. Je pense que ça se fait un petit peu aussi sur le tas. C'est toujours, je trouve que c'est toujours compliqué au démarrage de dire ma cible c'est XY, parce qu'en fait, on les découvre aussi, on l'affine avec le temps. Nous, il se fait qu'on a commencé quand même pas mal sur des startups et des scale-up. Et donc, plus c'est allé, plus on a réussi à se focus sur des startups de la tech ou des scale-up. On était sur les head of growth de boîtes de plus de 50 salariés. Sur Paris, qui avait levé une série A, une série B. Donc en fait, petit à petit, on a vraiment découvert aussi notre persona et puis ça nous allait bien parce que si le marché allait dans cette direction-là. Donc tu as une thèse et tu l'adaptes. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc ça s'est passé comme ça et puis après en fait, nous après dans nos activités, nous on avait vraiment un play volume, c'est-à-dire que vraiment on a industrialisé et peut y avoir des stratégies différentes. C'est pas mais nous, c'est vrai que on a industrialisé la gestion de l'acquisition. Et donc, notre but, c'était vraiment aussi quand même de drainer le maximum de volume. Là où on aurait pu... il y a d'autres approches qui consisteraient à avoir un plus gros panier moyen, à être très tactique sur qui est-ce qu'on cible et faire beaucoup moins de volume. Ça nous a coûté aussi d'avoir cette stratégie-là. D'un côté, ça nous a permis finalement d'être beaucoup plus stable. En fait, tout en étant instable parce qu'on avait trop de volume, on était stable parce qu'en fait, dès que l'isolation ça fonctionnait plus, c'était la formation, c'était le CPF, c'était le machin. Donc en fait, en fonction de ce qui fonctionnait dans l'économie, on chopait des clients sur la verticale. Mais finalement, ça nous a causé aussi beaucoup de casse. On pourrait peut-être en revenir. Ouais. Ça nous a permis de grossir, mais peut-être sur des fondations qui étaient pas toujours les bonnes aussi. Donc et justement, ces verticales-là, tu les trouves comment? C'est que tu as un premier client qui rentre et qui dit moi je fais de l'isolation à 1 €, j'ai besoin de lancer des ads et après tu vas choper tous les mecs qui font de l'isolation à 1 €? Ou alors c'est vraiment tu as une thèse et tu y vas et comment tu gères? Ouais, en fait, nous on avait on rentrait vraiment via des contenus très branding, inspirationnels. Et ensuite, c'était vraiment... En fait, on a des pages lead gen, SaaS, e-com. Et donc, en fait, on est rentré plutôt par funnalisais. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Et après, on a des pages aussi services. Donc, on a des services, donc
agence SEA, agence méta, agence grosse, agence inbound, agence machin. Ok, donc soit tu nommes la verticale, tu nommes ton client, soit tu nommes le service que tu proposes, et c'est ça, ok. Puis après, tu rassures avec effectivement des use cases à chaque fois. Dès que tu as un client sur un prospect, sur une verticale, tu as tous les use cases de sa verticale. Tu remplaces les logos, quoi. Pour donner un exemple, dans l'industrie de l'infoprenariat, vous avez certainement vu des pubs de Max Piccinini, qui est un des plus gros de l'écosystème. Il cible ses pubs pour les orthodontistes, je crois, ou les psychomotes, ou je sais plus quel truc comme ça. Et on dit, mais attends, mais il change de business, lui, il fait plus de... Non, en fait, si, il fait maintenant des pubs par verticale. Alors, je suis ni dentiste, ni je sais pas quoi, donc je les ai vus. Je sais pas trop comment il gère ses achats, mais je suis tombé dessus et ça fait un peu halluciner. Donc, il thématise un peu ces gros trucs, donc c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est aussi possible dans nos métiers de l'accompagnement. C'est clairement. Après, j'en suis un petit peu revenu derrière, dans le sens où je me suis aperçu qu'il y avait 2-3 pages ou 2-3 services qui étaient vraiment ce qui nous permettait de nous développer, ce pourquoi à la fois les gens nous connaissaient et nous contactaient. Là, on transformait le mieux également. Et donc, à un moment donné, j'étais vraiment dans l'expansion sémantique et la segmentation. Et après, j'ai un petit peu resserré au final. Okay. J'ai fait un peu aussi cet accordéon. Aujourd'hui, j'ai même tendance à faire moins. Qu'à un moment donné, c'était en fait, on adresse tout le monde tout le temps. Ouais, mais certainement que tu peux le faire maintenant parce que tu as appris justement de cette première phase de découverte aussi, très certainement. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu, tu sais, comme SEA, tu élimines les mots-clés qui fonctionnent plus, mais tu étais obligé de les acheter une première fois. Quoi. Ouais, exactement. Mais j'ai beaucoup, j'ai quand même beaucoup gaspillé. Ok. J'ai beaucoup gaspillé et j'aurais peut-être. Mais c'est aussi ça qui m'a permis de me développer, donc c'est vrai que c'est. Ouais. Toujours pareil. Ouais. Ok, trop cool. Donc aujourd'hui, le deal flow, toi, t'as une. Comment dire, t'as une idée en tête qui t'en déroge pas, c'est qu'il faut vendre tout le temps et avoir toujours des deal flow. Et du coup, ça, comment tu le gères, comment t'alimentes ton pipe? Ouais, en fait, ce qu'il faut voir dans les boîtes de service, c'est que globalement, nous, on est quand même sur des modèles qui sont où il y a des modèles à churn en fait. Malheureusement, on peut tout faire. On churn tous entre 2 et 4% mensuels. Ok, churn pour tout le monde, c'est les clients qui décident de ne plus être clients, les clients qui s'en vont. Ni plus ni moins. Donc c'est en fait c'est un business. En fait, ça dépend des services. Sur le media buying, c'est un business à churn, particulièrement sur le social d'ailleurs. Et donc en fait en fait tu peux tout bien faire, mais tu vas quand même perdre peut-être 50% de ta clientèle chaque année, quoi. Donc ou au moins 30%, ce qui est énorme en fait. Donc ce qui fait qu'il y a une énorme pression, en tout cas lorsqu'on fait un certain chiffre d'affaires. Il y a une énorme pression de volume à aller chercher. Ok, et donc ça, c'est vraiment une constante de ton industrie. Donc même si tu tends à améliorer ton churn, donc à faire en sorte d'avoir un meilleur service, un meilleur accompagnement et tout, c'est que c'est une constante, donc ça, tu dois quand même en tenir compte. Exactement. Donc là, on a un apprentissage aussi, c'est notre churn aussi, faut pas... C'est un peu une fatalité. Il faut en tenir compte dans nos calculs. Et ça dépend des services. Donc par exemple, sur les services de media buying, on a plus de churn que sur des services de référencement naturel. On a beaucoup plus de churn sur des services créatifs, mais un panier moyen qui est beaucoup plus élevé également, donc des one-shots énormes. Et la possibilité de rentrer à plusieurs sur un compte, alors qu'en media buying, on peut pas rentrer à plusieurs. Donc chaque service va avoir un petit peu ses composantes, et c'est des business à part entière en fait, et sur lequel il faut des commerciaux qui sont expérimentés, du business, du lead entrant, des consultants derrière. Donc en fait, dès lors qu'on complexifie aussi sa structure, c'est-à-dire qu'on va multiplier aussi ses complexités en interne de delivery, etc. Donc, bref, je ne sais plus pourquoi je disais ça. On parlait de ça, de l'importance d'avoir un deal flow en continu, d'avoir un flux et pas un stock de leads, quoi. C'est vraiment ça, quoi, l'idée. Donc en fait, sur ces boîtes-là, ce qui se passe, c'est que la meilleure organisation, c'est d'avoir un petit peu, comme tu mentionnais tout à l'heure, mais c'est d'avoir quelqu'un qui est très fort sur la partie commerciale, et après d'avoir un ops très fort, donc un directeur des opérations, un CEO, et un CEO visionnaire vendeur, ou l'inverse, ou un mix des deux, mais en fait, il faut forcément ces deux compétences-là. Il faut quelqu'un qui soit un maniaque du volume à un moment donné, et qui aille salader la terre entière. On appelle ça salader, mais je sais pas si ça se dit à Bordeaux, mais... Ça se dit, mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est une salade au rugby, c'est plus salade de phalange, tu vois. C'est plus ça, ouais. C'est un concours de tarte. Ouais. Et donc voilà, il faut quelqu'un qui soit en permanence dans le marché, au contact des prospects, des annonceurs, déjà qui puisse comprendre les besoins
et adapter l'offre en permanence, parce qu'on est sur des secteurs qui évoluent très très vite. Donc il faut toujours avoir aussi une proposition de valeur qui soit attractive et en même temps qui soit vraiment au taquet sur ça. Et donc c'est des activités où c'est ultra important de faire entrer du volume. Et après donc il y a beaucoup de canaux pour ça, mais c'est pas évident comme on le sait. Hein, donc faut les chercher et surtout lorsqu'on a besoin de générer. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, il faut qu'on génère 100 000 € de de nouveaux pipes mensuels, juste si on veut faire nos objets de pitch commerciaux. Donc voilà, il faut quand même qu'on fasse rentrer pas mal et ça, c'est du mensuel. Hein. Donc voilà, faut trouver les boîtes qui ont des projets et qui veulent nous les confier. Quoi. Ok, donc en fait, tu dissocies la personne qui gère le volume de la personne qui gère les opérations. Mais comment tu les fais communiquer entre elles ? Comment elles managent le truc ? Parce qu'il y a forcément, tu peux avoir des goulots d'étranglement aussi. Parce qu'en fait, tu es un peu une plateforme. Tu as les consultants d'un côté, tu as les clients de l'autre, et ta boîte, elle fait en sorte de gérer le mécanisme. Comment tu fais en sorte, parce qu'on a déjà eu le cas, on en a déjà discuté ensemble, putain, mes consultants ont trop de taf, ou alors justement, ils ont plus assez de taf. Du coup, comment on gère ça et comment tu gères ce truc-là ? C'est une mécanique, j'imagine que ça doit pas être simple. Mais... C'est toujours le problème, quoi. C'est soit tu as trop de clients et pas assez de consultants, soit tu as trop de consultants et pas assez de clients. Et en fait, franchement, en soi, la réalité, c'est qu'il ne faut pas essayer de chercher l'équilibre, en fait. Il faut toujours être déséquilibré. Il faut accepter que ce soit le bordel, quoi. Ouais. En fait, tu peux pas, en fait. Il faut toujours être un peu déséquilibré. Et moi, je pense vers la croissance, sinon c'est dangereux, en fait. Donc, il faut plus réussir à, je pense, automatiser le travail des consultants, leur mettre des outils entre les mains pour qu'on puisse mieux monétiser leur temps sans rajouter du temps humain. Pour que eux soient partent pas en burn-out. Donc c'est plutôt via l'automatisation et via la vente de produits additionnels à forte marge, de services ou de produits additionnels à forte marge qui n'impactent pas leur temps, que tu arrives justement en fait c'est ton panier moyen, tes ventes additionnelles et l'automatisation que tu peux faire qui leur permet de se dégager du temps tout en facturant davantage. Et donc c'est ça qui est difficile au début parce qu'en fait t'es pas connu, donc t'as des plus petits paniers moyens, t'as des consultants qui sont plus chargés et donc en fait c'est plus difficile de dégager ces cas euros supplémentaires qui sont plus rentables en fait. Donc il y a toute une phase on va dire de développement de ta marque et de tes clients qui est un peu plus painful je trouve. Et puis après sinon c'est beaucoup de communication en interne, donc c'est faire communiquer les team leaders avec les sales, les mettre autour de la même table et dire en fait là on a un client onboardé, qu'est-ce qu'on fait, à qui on le met, faut qu'on il y a beaucoup de communication à faire, réussir à ce que tout le monde soit content quoi. Okay. Tiens là j'ai un compte dans telle catégorie, c'est de l'humain donc c'est voilà. Donc un peu ce que je retiens de ça, il faut pas chercher la perfection mais plutôt à savoir vivre un peu dans le chaos quoi. C'est un petit peu ça aussi quoi. Ouais. Ok. Donc là aussi un apprentissage. Yes Yvan, je vais la redire pour le micro. Donc les 100 cas de pipe qui sont obligatoires par rapport au churn, est-ce que c'est du chiffre d'affaires ou est-ce que c'est de la renta pure ? Ouais, parce que si je veux en faire ma croissance, il faut que je signe 30 cas de nouveaux MRR mensuels. Pour signer 30 cas de nouveaux MRR mensuels, il faut que j'en pitch 100. Si j'ai un taux de transfo commercial de 30%. Et vu qu'il connaît son churn, il connaît son panier moyen. Et donc c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si j'en perds entre 10 et 20, il faut que j'en signe 30. Et du coup, il faut que j'en pitch 100. Et ça, je te parle d'un service, donc... ouais. C'est par BU ? Ouais. Ok. Par unité de business, par service. Alors, sur les autres, je peux être plus petit, donc j'ai pas besoin d'autant de volume, mais... Ouais. Le prochain point qu'on a préparé, du coup, il y en a pas mal ici qui vont se sentir concernés, parce que nous, c'est notre gros sujet actuel dans la boîte, donc à titre perso. C'est comment tu fais mieux travailler tes business units, donc tes différents services à l'intérieur de la boîte. Quand tu as un client à un endroit, comment tu le fais passer par un peu tous les rayons de ton magasin. Il est venu en SEO, tu le fais passer en SEA, machin, etc. Nous, on a le cas, et j'en vois certains qui sourient là. Nous, c'est notre gros enjeu d'account management pour ça. Donc toi, comment tu gères ça ? Ouais, c'est un gros sujet du moment, je trouve, et c'est pas évident à gérer. En fait, je trouve que dans toutes nos activités, on a tous besoin maintenant de cette vision un peu 360 de son client. Et par exemple, lorsqu'on parle maintenant de SEO, en fait, on parle plus tellement juste de référencement sur Google. On va parler de YouTube, on va parler de vocal, on va parler du UX, on va parler de plein de choses. Et je pense que c'est vrai dans pas mal de métiers. Donc ça veut dire qu'on a besoin
de personnes en interne qui sont de plus en plus seniors et qui sont capables de réfléchir à la stratégie globale et on va dire à l'expérience client de bout en bout, du moment où il est signé jusqu'au moment où il part. Et donc pour ça, je pense qu'aujourd'hui, nous, la manière dont c'était structuré par le passé, c'est qu'on avait vraiment des consultants qui géraient l'intégralité du besoin client. Et donc en fait, ils géraient des plateformes sociales, des plateformes search, potentiellement un peu du CRM. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez peu efficace au final, et qu'aujourd'hui, il fallait mieux avoir à un moment donné des consultants qui soient peut-être un peu plus opérationnels, et derrière, par contre, des directeurs, directrices de clientèle qui puissent justement faire ce lien et être uniquement sur l'accompagnement du client au niveau stratégique et à l'aide de logiciels où en fait on a templétisé par semaine en fait des points de passage et par mois. Donc on sait que voilà, mois 1, il faut que le client il soit à tel niveau de MRR, mois 2, il faut qu'on lui pitch tel truc, mois 3, tel truc. Donc voilà, on a vraiment un peu scénarisé l'expérience client de bout en bout avec des ops par semaine. Et ensuite, les managers vont vérifier chaque mois que au moins ça a été présenté au client. Parce que c'est vrai que si on ne propose pas les choses au client, il peut pas les prendre. Donc c'est pas forcément juste lui pousser une vente, mais c'est déjà au moins lui en parler, sensibiliser sur des sujets. Et donc ça requiert quand même des personnes qui ont une vision, qui ont une expérience un peu plus globale et qui sont aussi capables de pousser ces conversations-là, ce qui n'est pas toujours évident. C'est ce que j'allais te demander, les profils de ces personnes-là. C'est quoi? C'est des seniors? Ouais, c'est plus senior. Okay. C'est plus senior. C'est des personnes qui effectivement sont capables aussi, avec tact, de rentrer dans des conversations plus business. Parfois aussi, le client a juste besoin d'un autre interlocuteur. C'est con, mais c'est juste qu'il faut quelqu'un d'autre en fait. C'est pas forcément qu'il peut pas en parler avec son opérationnel parce que il le considère pas de la même manière que le boss ou quelqu'un stratégique. Il y a aussi ce truc-là, et je pense dans tous les orgas, et ça m'avait fait vachement réfléchir quand j'avais parlé avec une amie qui accompagne la VP AMIA la VP Asie pour SAP. Et en fait, je me suis rendu compte que même Marc Benioff de Salesforce, etc., tout ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont voir tous leurs plus gros clients, en fait. C'est juste à niveau égal, ils ont leur planning, ils ont leur agenda rempli. On a tel pipe avec eux, il y a tel pipe et en fait ils vont faire la tournée d'Asie ou la tournée de leur zone. Et ils vont voir les CEO en fait. C'est que le CEO veut pas parler avec le manager veut pas parler. Donc en fait il faut juste mapper comme ça le compte et en fait envoyer la bonne personne qui parle à la bonne personne en fait. Ok. Vous voyez l'idée, c'est en gros l'Ops il est forcément en dessous du décisionnaire, du chef de projet chez l'annonceur par exemple. Et donc il faut remonter d'un échelon pour qu'ils se parlent entre pairs, entre semblables. Exactement. Et c'est vraiment hyper important et ça, en B2B, parce que nous on demandait à l'Ops en fait d'aller faire un upsell au défi. Maintenant en fait ça marche pas quoi. Hyper intéressant. Et on a parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir du pipe en continu, mais on a aussi, on le dit souvent ici, des citrons à presser, donc vraiment les faire passer par tous les rayons de notre magasin. Enfin, je sais que c'est la lacune de beaucoup d'entre nous ici, et je m'inclus vraiment là-dedans, quoi. Mais pour revenir sur ça, en fait, l'idée c'est que le client il rentre sur un premier périmètre, un premier service. Ensuite, il est upsellé sur ce service-là, c'est-à-dire qu'il va consommer davantage de ce service-là, on va le développer sur ce service, et ensuite on va lui proposer les autres services de notre solution. Donc c'est upsell et ensuite cross-sell. Mais voilà, tout ça, ça se fait aussi sur certaines temporalités. Il faut que le client prenne confiance. L'onboarding est hyper important, le démarrage de la collaboration est hyper important, et c'est aussi vachement une question de personne. Donc vraiment le premier contact et une fois que le client a confiance, on peut tout lui proposer quasiment. Il va nous écouter. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas cette confiance au début, ça va être compliqué. Donc c'est d'où l'importance aussi de l'intuition personnelle sur nos métiers en tout cas. Trop bien. Ouais. Trop bien. Johan, et je crois qu'Amaury tout à l'heure a levé la main, mais j'avais déjà commencé quelque chose. Ouais, je vais la refaire. Du coup, comment tu calcules le fait que tu dois rencontrer, que tu dois avoir 100 personnes, tu dois avoir 104 pipes, combien de personnes ça représente? Tout à l'heure, tu disais sur une business unit, il faut que je sais que je dois pitcher 100 personnes parce que ça me permet d'en avoir 30. Alors 100 000 euros, je dois pitcher 100 000 euros de service. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai un panier moyen à 3 000, je dois en pitcher 30. Tu dois rentrer 30 personnes et du coup, toi, chaque mois, encore aujourd'hui, tu pitches 100 personnes? Alors moi, personnellement, non. Mais je suis stressé si on ne rentre pas ce pipe-là. Si les commerciaux ne le pitchent pas. Ouais. Ça fait écho à une conversation qu'on a eue ensemble récemment, ça. Le fait de faire au moins 3 événements par semaine pour rencontrer 10 personnes qui machin, etc. Moi, c'est justement ça sur lequel j'ai du mal à me détacher, c'est que j'ai l'impression que je vais couler si...
tous les jours, quoi. Pas tout le monde, je pense. Il sait que pour avoir son output, ses objectifs, il est obligé de mettre ça en input, il est obligé d'avoir de pitcher tant de personnes pour avoir 100 cas de pipe, pour espérer avoir ces 100 cas de J'essaye d'avoir des relais sur cette responsabilité-là, et j'ai du mal à le créer, sauf avoir sauf associer les gens, vraiment. Ok, d'accord. Donc il y a cette notion de ok. Maxence, Johan, excuse-moi. Johan en premier. Yes. Je reformule juste pour l'enregistrement. Du coup, comment tu définis les différentes BU de ta boîte qui sont complémentaires et qui fonctionnent bien? Et ensuite, deuxième question, c'est est-ce que tu fais encore du commercial? Mais comme tu disais, elle a déjà été un peu répondue. Alors, je pense que j'avais une vision différente avant que j'ai maintenant. Avant, je pense que j'aurais peut-être créé plus facilement des nouvelles BU en interne chez Junto. Aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller lorsqu'on a assez de volume, on va dire, sur un autre service qui fait sens par rapport à son service principal, pour y aller, parce que c'est des ressources à déployer, c'est de l'énergie à émettre, etc. Donc, il faut quand même que le jeu en vaille la chandelle, qu'on puisse gagner sur ce segment-là de marché, qu'on ait une offre intéressante, une bonne proposition de valeur, que ce soit un bon business, en fait, qu'il y ait une bonne récurrence, un bon panier moyen. Donc, il faut quand même y aller faut pas y aller juste pour y aller. Et multiplier, on va dire, les services, alors que derrière, c'est avec des business qui vont être tout petits. Et aujourd'hui, je les mets dans d'autres entités, parce qu'en fait, pour stresser déjà, j'ai envie d'avoir d'autres associés qui sont responsables de ces activités-là. J'ai envie de définir un budget et un investissement que je mets. Tu clusterises vraiment le truc, voilà, hyper important. Qui est une marque dédiée. Enfin voilà, donc aujourd'hui, avant, je l'ai fait en interne chez Junto, et en fait, ça nous a plus consommer nos ressources et notre renta. Donc aujourd'hui, c'est clusterisé et d'autres personnes sont responsables, quoi. Donc, et ensuite, la mécanique, elle est plus industrialisée, c'est-à-dire que tu prends ton fichier client et tu as ton sales et ton ops, et à un moment donné, tu as ton sales qui va faire des pré-audits sur toute ta base client, et en fait, voilà, déjà toute la base client y passe. Tous les nouveaux deals, tu peux les pitcher une fois qu'ils sont pitchés sur ton service principal. Donc, il faut vraiment réussir à processer un truc où en fait, à la fois, tu as du volume partagé, mais après, il faut développer aussi ses propres canaux pour cette nouvelle activité. Donc, pour moi, c'est hyper important que chaque activité, parce que je sais que je vais pouvoir peut-être avoir, en fonction des services, peut-être 15 à 30% de mes clients que je vais pouvoir partager, apporter à l'autre entité, mais en fait ça suffira pas pour faire les objets de croissance. Donc dans tous les cas, il va falloir développer un levier en propre. Donc voilà. Là-dessus, il y a un exemple d'un gars qui est très connu, qui a une agence et qui documente tout ça. Je ne vais pas le nommer, en plus je le connais un peu, qui a dû fermer une de ses BU récemment, parce qu'en fait il a développé une BU non pas par rapport à ses besoins de clients, mais par rapport à ses compétences, les compétences de ses consultants. Et vu qu'ils savaient faire ça, ils l'ont lancé. Mais en fait, il n'y avait pas de continuité avec le client. Il y avait pas du coup, ils ne vendaient pas. Donc ouais, ils avaient une grosse expertise, mais ils avaient l'asset principal, c'est la clientèle. Enfin, il y a deux assets principaux, de toute façon, dans une agence, les talents et la clientèle. On est une plateforme en agence. Et du coup, ils s'étaient orientés que sur ce qu'ils pouvaient offrir plutôt que ce qui était demandé. Donc je pense aussi ça, c'est un piège. Nous, on a fait ça en créa. En fait, on est monté jusqu'à 150 000 sur la créa par mois. Et ensuite, on a craché. Et j'ai fermé l'entité créa chez Junto, quoi. Par contre, j'ai créé une autre boîte qui s'appelle Angel Studio. Et aujourd'hui, on fait de la créa sur cette boîte et ça se passe bien. Mais je l'ai viré de chez Junto, quoi. C'était le plus beau jour de ma vie. Super intéressant. Maxence, comment tu calcules ton churn et comment tu tends à le réduire? Ouais. Ouais, donc du coup, est-ce qu'avec ta croissance, ton churn n'augmente pas? Alors, il a été relativement constant. Ça dépend des périodes, effectivement. Effectivement, lorsqu'on avait plus de croissance, il y avait un peu plus de casse, un peu plus de churn, surtout sur des clients moins stables et plus petits. En fait, je dirais qu'il faut vraiment réussir à analyser, à me donner son churn, parce qu'en fait, il y a des churns qui sont normaux. Il y a des typologies de clients qui sont trop petits et qui vont churner, en fait. Donc, il faut pas mal le prendre. En fait, ils sont là pour 3-4 mois. Ils ont pris le service pour ça. C'est leur use case. Donc, il y a des clients où c'est même pas du churn au final. En fait, on le compte en churn, mais c'est pas du churn. Donc, en fait, il faut déjà poser les questions, genre pourquoi vous partez ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Ou est-ce que en fait, vous avez des problèmes de trésor ? Vous êtes trop petit ? Vous avez internalisé la compétence ? Donc, vraiment comprendre son churn, parce qu'en fait, quand on met un chiffre global, ça veut trop rien dire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça,
effectivement, il y a une corrélation entre la taille du client, le nombre de services qu'il consomme chez nous et le churn. Donc, j'ai des clients que je garde depuis le début et qui n'ont jamais churné parce qu'en fait, c'est des clients qui ont l'air hyper solides, qui consomment 5 services chez nous. Donc, en fait, ce serait trop painful pour eux de churner. Donc, une fois que tu as des bundles, déjà, tu churnes un peu moins. Et quand tu as des paniers moyens importants, en fait, c'est compliqué de remplacer une équipe directement en interne. Par contre, si tu as un tout petit service, tu peux déconnecter ton business manager ou ton Google Ads en 2 secondes parce que tu n'es pas content, et que t'as pas on peut parler des contrats, parce que c'est aussi important. Il y a le contexte client, mais aussi les contrats et la structuration, le cadrage. Mais en fait, si on peut effectivement te déco parce que ton constant s'est barré, bah voilà, ton churn va être aussi impacté par ça. Donc voilà, mais ouais, c'était relativement constant. Et en fait, moi, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, alors, il y a effectivement des consultants qui churnent des gens parce qu'en fait, nous, ça passe par les consultants. Hein. C'est comme ton conseiller bancaire, une fois qu'il part, bah, tu pars. Donc, nous, il y a à peu près 30% de churn dès lors qu'il y a un churn de consultants. Comme dans les banques. Hein. Donc, on l'a tous eu, hein, une banque avec qui ça se passe bien, le conseiller, il évolue, il devient directeur de je sais pas quoi, et là, ça devient la cata. C'est exactement la même chose. Nous, on est vachement impacté par ça. Donc, au final, ouais, donc on a doublonné les consultants. Par exemple, en fait, on a un point de contact stratégique et un point de contact opérationnel. Comme ça, au moins, il y a toujours quelqu'un qui connaît le compte. On a fait des choses comme ça. On essaie de faire en sorte que les consultants restent plus longtemps. Effectivement, c'est un des trucs clés. On essaie aussi d'acquérir des clients qui churnent moins, de passer plus de temps sur des clients plus stratégiques pour nous. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Mais t'en viens quand même à la conclusion qu'il y a des business qui sont plus à churn que d'autres. Et donc, en fait, par exemple, il y a des produits SaaS que tu peux bundle aussi dans ton offre, où tu vas beaucoup moins churner, parce qu'en fait, t'es imbriqué dans la data interne de ton client. Donc, en fait, il peut moins s'en aller. Donc, il y a aussi, moi, je suis assez pragmatique par rapport à ça, c'est que tu peux essayer de tout faire bien. Si t'as pas le business qui te permet de garder le client, il y a trop d'aléas. Donc, en fait, tu peux essayer d'optimiser à la marge plein de trucs. Mais déjà, il faut avoir des clients solides, des contrats solides, des choses qui les loquent. Et là, au moins, en fait, une fois que si ton contrat il survit à ton contact client chez le client, que lui churne avant ton contrat, ouais. Bah, c'est pour ça que les grosses agences, en fait, c'est des contrats pluriannuels où en fait le consultant ou le client n'a que peu d'intérêt en fait dans le contrat. Donc, il faut accepter ce cycle de vie client. Moi, c'était un vrai problème et c'est Mehmet qui m'accompagnait là-dessus. C'est au départ, je faisais all-in sur le mastermind. Je t'ai dit, je vais donner tout mon temps, tout mon focus, etc. Et par contre, dès que j'avais un renouvellement, j'étais comme ça. Alors que j'avais pas d'enjeu financier. Parce que ça changeait pas grand-chose dans ma vie d'avoir plus ou moins 2000 € de chiffre d'affaires sur le groupe. On était quand même à 11 millions à l'année de chiffre d'affaires au moment où on a lancé le mastermind. Et en fait, j'avais du mal à accepter ce cycle de vie. Je voyais ça à chaque fois comme une trahison, déjà. Et même limite de l'ingratitude de la part des clients qui partaient. Donc, je veux dire quand même comme j'étais. Mais Maître, il m'a punchline là-dessus. Il m'a dit, tu peux pas les enfants, c'est de l'or, ça fait partie, t'acceptes que en fait ils se barrent. Et donc il lâchait prise par rapport à ça. Et en plus de manière purement pragmatique, il y a un cycle de vie. On teste des trucs, on change. Enfin, je veux dire, on consomme comme ça. Nous, il faut accepter quand on propose un truc que nos services, nos produits soient consommés de la même manière, quoi. Il y a quand même des enseignements à en tirer, sûrement. Mais... Oui, évidemment, ça agite un truc chez toi qui voilà, mais après, en tout cas, je mentionnais quelques éléments. Il faut quand même être au taquet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un sujet client, on monte au créneau. Évidemment. Ouais. Les directeurs montent au créneau. Faut avoir faim aussi. On va pas se cacher, quoi. À un moment donné, c'est aussi faire des meilleures offres, retenir le client, être là, etc. C'est beaucoup d'énergie. Donc ça, il faut quelqu'un qui le fasse et qui soit bon, qui puisse rappeler les clients. Une situation bien gérée, ça peut être un upsell potentiel, ça peut être une opportunité de croissance. Donc faut juste quand même, à un moment donné, en avoir quelque chose à faire de son client, être au taquet. Déjà, ça joue sur le churn. Identifier les patterns et travailler dessus, quoi. Ouais. Optimiser, quoi. Et aussi un autre truc qui est un peu contre-intuitif, mais c'est qu'en fait, tant qu'il y a de la croissance, en fait, le churn, on s'en fout un peu aussi. Enfin, en fait, on est capable d'accepter des taux de churn plus élevés lorsqu'on fait des croissances de MRR qui sont plus forts. Donc, à un moment donné aussi, il faut aussi regarder la top line, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait plus de croissance de MRR, est-ce que géographiquement, on peut pas s'étendre ? Voilà, parce qu'en fait, si on churn beaucoup, mais que finalement, on a le monde entier en tant que client,
bon, bah, on s'arrêtera peut-être à 20 ou 30 millions, et ce sera très bien, quoi. Ouais. Donc, ou à 100, ou à, voilà. Lorsqu'on voit des boîtes, en fait, moi, je regarde beaucoup ça, et quand on voit des SaaS ou des boîtes qui font 500, 1 milliard, 2 milliards, elles font 30% aux US, 15% en Europe, machin. Nous, on est là sur le petit marché français, entre guillemets. Nous, sur une site de CMO, il y a quoi, des CMO de boîtes de plus de 5-10 millions d'euros de chiffre en France. 2 000, 5 000, 10 000. C'est peu, en fait. Donc, à un moment donné, il faut aussi regarder le potentiel du marché, de voir est-ce qu'en fait, finalement, je peux pas... Ouais, le marché adressable, oui, bien sûr. Ouais. Ok, trop bien. Et donc, du coup, on a beaucoup parlé de fait de développer sa boîte par en haut, par le pipe. Mais quand on est une agence, on le disait, on est un peu une plateforme. Hein, Et donc, il y a tout ce sujet talent. Et on a identifié 2 trucs. On a identifié une première phase où on va parler du recrutement. Et donc là, même ceux qui ne font pas du service, vous allez avoir plein d'enseignements. Et ensuite, après, comment on les manage. Donc voilà, et ça va faire écho aussi à la présentation qu'on a eue tout à l'heure de Lionel. Donc du coup, on a, comme pour la vente, générer du pipe de candidats. Ouais. Et donc en fait, il faut vendre tout le temps, mais du coup, on recrute tout le temps aussi. Tout à fait, ouais. Ouais, le recrutement, c'est quelque chose que j'avais, moi, sous-estimé pendant longtemps, et je n'étais pas très bon en RH. Et en fait, c'est vraiment une compétence, extrêmement importante. Et donc là, on a, et c'est d'ailleurs le directeur général qui s'en charge, tellement c'est important. C'est-à-dire qu'on a essayé un petit peu tous les modèles, chargé de recrutement, RRH, décentralisé au niveau des équipes. Et en fait, on s'est aperçu que vraiment, il fallait hyper bien recruter. Et donc, effectivement, il faut déjà avoir le volume. Le volume, on le cherche un peu de toutes les manières, mais aujourd'hui, on passe quand même beaucoup par des chasseurs sur les profils clés. Parce qu'en fait, on a du mal à avoir suffisamment de bons volumes de personnes qui nous vont sur des canaux du type Ads, LinkedIn ou Welcome to the Jungle, TTJ ou d'autres. Donc en fait, on passe par on a quelques chasseurs aujourd'hui indépendants qu'on peut payer à la perf, avec lesquels on a des deals, et qui savent exactement nos terrains de chasse. En fait, il faut vraiment chasser les 1% des meilleurs dans son industrie, et en fait, on les voir continuellement. Donc toutes les semaines, en fait, dès qu'il y a quelqu'un, en fait, il faut toujours que la chasse soit ouverte, entre guillemets. Et dès qu'il y a des opportunités, parce qu'en fait, il y a des durées de préavis. Parfois, on est en négociation, c'est pas le bon moment, mais dans 6 mois, c'est le bon moment. Donc en fait, c'est aussi des relations à tisser. Et aujourd'hui, en fait, on connaît tous les gens dans l'écosystème, mais en fait, il y en a qu'on a refusé avant, qu'on revoit, donc c'est aussi ça. Donc faut que ce soit quelqu'un qui recrute extrêmement bien, qui soit tout le temps sur la partie recrutement, et derrière, faut vraiment pas hésiter à. Je pense que lorsqu'on démarre nos activités, on a peur parfois de mettre des salaires. On a un peu peur de faire des gros moves en fait, alors que c'est peut-être 2 000 € en plus par mois, ou ce qui est énorme. Au final, on a l'impression que c'est 500 ou 1 000 €, alors qu'en fait, c'est peut-être la différence entre un profil vraiment top et un profil moyen. Et donc là-dessus, si c'était à refaire, moi je serais un peu plus agressif sur ça en fait. Parfois savoir payer, savoir incentiver, savoir être un peu plus bold sur des recrutements. Ouais. Ok. Alors, sans parler de concurrence déloyale ou quoi, mais quand tu recrutes un consultant, est-ce que c'est un petit peu comme certains banquiers, certains conseillers en gestion de patrimoine, quand ils changent de crèmerie, ils embarquent un peu... Ah ouais, mais nous c'est la guerre de dingue. Hein. On a des accords avec certaines boîtes, certaines on n'en a pas, et on se fait tous les jours, ils prennent des propals d'autres boîtes. C'est vraiment la guerre. Quoi. Et oui, et forcément, il y a aussi des clients qui partent avec, etc. Donc c'est assez agressif. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, vu que c'est guerre des talents, qui dit talent dit un peu rockstar, un peu starification du collaborateur. La marque employeur, c'est hyper important, j'imagine. Ouais. Comment tu travailles ça, toi ? Marque employeur, c'est... C'est bullshit ou pas déjà la marque employeur ? Non, je pense pas que ce soit bullshit. Je pense pas que ce soit bullshit. C'est plus... En fait, je pense qu'il faut... ça passe par pas mal de choses, quoi, mais ça passe par... en fait, il faut vraiment bien comprendre ce que... En fait, faut vraiment composer son équipe, je pense, comme un bouquet de fleurs. C'est-à-dire que chaque individu va apporter sa singularité et va pouvoir s'épanouir et monter en compétences. Et je pense que c'est vraiment ça qui est clé, c'est vraiment construire un programme et un parcours pour chacun des collaborateurs, comprendre quand il arrive, même dès lors de l'entretien, ce qu'il a envie de réaliser,
là où il est bloqué actuellement, il faut vraiment, lorsqu'il est chez vous, bah vraiment, faut pas que ce soit bullshit, faut vraiment l'accompagner pour lui dire, bah en fait, on s'était dit ça, tu voulais développer telle compétence, je t'ai donné tel projet qui te permet de développer ces compétences-là, et tu les as développées. Donc, faut vraiment l'aider à se développer personnellement et à investir dans sa personne. Donc, je pense que ça passe avant tout par ça. Et ensuite, bah, sur la marque employeur, ça peut être toute la communication qui va autour. Hein. Donc, ça va être de la com, ça va être des événements, ça va être des retours d'anciens collaborateurs, ça va être ça va être tout autour. Mais je pense que le plus important, ça va être le bouche à oreille des collaborateurs entre eux et le fait qu'ils puissent s'entraider. Et avoir chacun un parcours de formation où ils vont être contents de ce qu'ils vont pouvoir réaliser. Donc c'est beaucoup d'investissement dans les personnes. C'est pas automatique. La personne arrive, elle fait son taf. C'est avant tout à nous de donner avant de recevoir. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel moi j'étais pas bon avant. Hein. J'ai pas honte de le dire. Je pensais que c'était tu payes et t'as un service, mais non en fait c'est à toi d'investir au-delà de payer. Ouais. Et après je pense que c'est aussi faut pas trop se précipiter aussi. On fait beaucoup d'erreurs dans la précipitation, donc il faut mieux ne pas recruter que de mal recruter ou d'être... En fait, souvent, le problème qui se passe, c'est que tu es souvent dans l'urgence quand tu recrutes, parce que tu as besoin de quelqu'un, et en fait, tu te prends la pression un peu aussi d'autres collaborateurs ou de ton client, etc. Et c'est là où tu peux faire des erreurs qui vont derrière te déstabiliser sur le long terme, en fait. Donc il faut mieux prendre un peu plus son temps, et avoir des vrais piliers qui vont porter l'entreprise sur le moyen-long terme. Et je dirais qu'avant tout, il faut recruter aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec l'IA et avec tous les changements. Je pense qu'il faut surtout recruter des gens qui, ça va être ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais qui sont bien élevés, quoi. Qui ont Savoir-être. Du savoir-être, qui sont des gens, qui ont, en tout cas, par rapport à vous, moi je le vois comme ça, par rapport à comment vous avez été élevé. C'est juste une appréciation de petites choses, savoir dire merci. Des conneries, mais en fait, une bonne éducation, en fait, on sait que la personne va apprécier ce que vous donnez en termes, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'efforts aussi, beaucoup d'énergie, et donc faut aussi avoir un peu ce donnant-donnant, et je pense que c'est aussi clé au-delà des compétences. On avait une question vendredi en Servoco qui était est-ce que je dois recruter un senior ou pas un senior ? C'est toi, Yass, non ? Et ça, tu vois, le savoir-être, savoir-faire, moi je suis plus orienté savoir-être que savoir-faire. Et je crois que c'est un petit peu pareil pour Étienne. En sachant que tu as déjà un premier filtre CV aussi, tu as déjà un premier filtre expérience et tout, mais ouais, hyper important. Après, il y a pas mal de choses aussi, par exemple sur des couleurs, des profils disques. Il y a pas mal de logiciels qui permettent aussi d'analyser le fit avec le manager, le fit avec la mission. Donc ça, c'est des choses aussi, chacun voit les choses un petit peu différemment, et surtout des entrepreneurs avec des collaborateurs qui sont plutôt dans, le care client ou moins dans l'acquisition, etc. Donc, c'est pas les mêmes profils, en fait. On va pas analyser les choses de la même manière. Donc, ça peut clasher. Donc, c'est aussi important de mettre aussi des stats ou des couleurs ou des mots sur ça et de savoir ce que chacun veut et comment chacun raisonne. Et de se dire, c'est normal, en fait, d'avoir ce retour en face. C'est pas grave, mais il y a une communication qui peut se faire autour. Il y a et le fait voir si c'est compatible ou pas, parce que parfois en fait c'est pas compatible, faut pas essayer de forcer aussi, et parfois c'est ça, donc ça c'est pas évident parce que c'est des logiciels qui coûtent cher aussi, donc ça au début c'est un peu dur. Et par rapport à ça, le recrutement, retour d'expérience personnelle, c'est très émotionnel. À certains moments, on peut mettre beaucoup d'émotions dans le truc, et justement il faut essayer de faire confiance au process. Il y a des personnes, moi, que j'aurais adoré recruter, mais ça rentrait pas dans le moule. Je les ai pas recrutées et je regrette pas. Il y a des personnes que j'ai recrutées et qui ne rentraient pas dans le moule, du coup. J'ai fait le choix contraire et ça s'est mal passé. Donc mon intuition n'a pas été bonne, et tandis que le process est toujours avéré être m'aider. Donc là-dessus, pareil, vu que ça reste une relation humaine, on peut vite recruter pour des mauvaises raisons. Julien, tu avais une question ? Vous avez aussi dans le secteur des phénomènes de ghosting, même sur des postes clés ? Nous, ça nous arrive aussi, directeur opérationnel. Donc, phénomène de ghosting, tu peux le définir, s'il te plaît ? Oui, typiquement, le recrutement se passe bien, il y a la promesse d'embauche, tout ça, et au final, le mec, il se présente pas le jour J. Ouais, donc tu le recrutes, mais il se présente pas le jour J. Ouais. Ah, le jour J ? Genre, Propal a accepté et tout, et ça nous est arrivé 1-2 fois, mais c'est quand même assez rare. Mais ouais, clairement. Ouais, c'est... encore une fois, sur les bons profils aussi, il y a il y a à la fois un fit, un timing, une bonne propale, et
et c'est tout aligné, c'est souvent frustrant. Donc il faut pas se démotiver, se démoraliser. Là, j'étais en train de recruter sur une nouvelle activité. On avait toute une équipe. Enfin, c'était le truc qui était parfait. Promesse d'embauche, etc. Ça pète au dernier moment. Et c'est des profils, je sais que ça va me prendre 6 mois à retrouver ça. Et donc voilà, parfois c'est. Puis après, il y a aussi. Enfin, on rentre dedans après, mais ouais, non, c'est normal. C'est totalement normal, même si c'est hyper frustrant. Ouais. Alors je vois qu'on me fait signe par rapport à l'horaire, du coup, on va passer sur la partie management, parce qu'une fois que tu les as recrutés, il faut les garder. En plus, si c'est la garde des talents, du coup, tu vas te les faire chasser. Justement, on a listé plusieurs points, l'onboarding, l'incentive, gérer les mauvais talents, et puis ensuite, comment tu gères aussi la seniorité. On commence par quoi? Par l'onboarding, on commence par le début? Ouais. Au niveau de l'onboarding, ouais, c'est ultra clé pour que le collaborateur se sente bienvenu, tout simplement. Donc là-dessus, c'est effectivement, nous, on a un programme de formation d'une 50aine d'heures en fait, sur le premier mois. Okay. Donc il faut quand même partir un petit peu du principe qu'un investissement de départ dans la formation de collaborateurs portera ses fruits quand même derrière, et pas forcément être trop pressé en tout cas de le mettre sur des sujets opérationnels. Enfin, en tout cas, il faut quand même manager ça. Et après, je pense que responsabilité aussi et donner des projets en fait annexes à juste la mission principale. Okay. Je pense que c'est important, et ça on peut le faire dès le début aussi. Ça peut être quoi par exemple? Ça peut être lui-même de recruter un collaborateur, ou de sortir une doc, ou en tout cas de participer à un process de recrutement. Ou de sortir une doc sur quelque chose, ou de prendre peut-être un petit sujet, ou de se présenter à une réunion avec d'autres collaborateurs, et de faire un petit deck sur ce qu'il sait faire. Voilà, donc des petites choses comme ça, ou en état des lieux de ce que lui il voit quand il arrive. Donc vraiment directement aussi l'impliquer dans la vie de l'entreprise. Biais d'engagement, quoi. Tu le mets déjà. Okay. Ouais. Puis après, ce qui va être aussi important, c'est l'équipe dans laquelle vous allez le mettre, ou en tout cas qui va interagir avec lui, et du coup voir que ça fit aussi à ce niveau-là. Parce que ce sera aussi quand même le noyau dur. Parfois, des gens juste mal placés, c'est assez dingue, mais ça peut faire une bonne énergie comme une mauvaise énergie. Donc, il faut aussi sentir où est-ce qu'il est placé, pas le mettre c'est con, mais devant le mur. Enfin, il y a des petites choses comme ça aussi qui sont importantes sur valoriser la personne quand elle arrive, faire en sorte qu'elle soit bien intégrée. Ouais. Ok. Donc, au départ, tu as un programme de formation, tu l'as fait bosser sur des projets connexes à sa mission principale. Ouais. Quand elle doit commencer, si admettons c'est un consultant, il doit commencer à gérer des budgets, tu le fais gérer en shadow avec quelqu'un, en doublon, ouais. Ouais, alors nous, ça va dépendre du niveau de seniorité, mais effectivement, souvent on va d'abord s'entraîner sur des petits comptes, être accompagner quelqu'un, après le faire tout seul. Puis après, on a une sorte de ramp-up, donc on va dire qu'on va pas attendre le même chiffre d'affaires mois 1 que mois 6. Donc voilà, donc on monte ses crescendo, et on va être sur des petits comptes, après des plus grands comptes, etc. Donc effectivement, ça va être vraiment crescendo. Et quand tu as payé un chasseur qui t'a recruté la personne, et donc du coup qui t'a facturé une partie de l'AREM, si tu vois que ça ne fit pas, alors normalement, je pense que tu as quand même des garanties avec les chasseurs et tout, mais tu as un peu le biais des coûts irrécupérables. Ouais. Donc comment tu gères ça là? Tu le gardes pas, t'espères qu'il s'améliore, mais t'y crois pas trop. Enfin, tu vois comment ça se passe, on a tous vécu ça. Ouais. Franchement, ça, c'est pas une science exacte. Je dirais je pense que la clé, c'est quand même de toujours bien communiquer et d'être assez transparent. Et parce que parfois, en fait, comme dans toutes nos relations, en fait, on dit pas les choses, et du coup, ça peut créer des frustrations, et ça explose à un moment donné. Donc, il faut mieux être très clair. En fait, la fiche de poste est hyper importante pour ça. En fait, c'est tout con, mais c'est un truc. Tu t'aperçois que la fiche de poste est ultra importante. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, tu peux lister exactement ce que tu attends, le redire et voir que ça match. Et ensuite, c'est tout au long, notamment un point au premier mois, point au premier trimestre, et de valider, en fait, reprendre la fiche de poste, être assez cartésien, et dire, en fait, ça, comment on se porte dessus. Donc, en fait, dès lors, s'il y a un problème qui intervient, déjà, il y a eu cette communication, et tout le monde sait ce qu'il en est, en fait, déjà de base. Donc, ça tombe pas comme un coup près. Et ensuite, parfois, il faut juste, en fait, forcément, tout le monde n'est pas adapté. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, donc en fait, il y a forcément toujours des aléas.
Et je pense qu'il y a vraiment un niveau d'aléa qu'il faut accepter, en fait. Moi, les plus gros entrepreneurs que je connais, et qui ont fait des exits énormes, ils ont accepté potentiellement pendant de très nombreuses années à avoir même des dirigeants de leur boîte qui soient pas parfaits, mais en fait qu'ils acceptaient parce qu'en fait ne plus les avoir voudrait dire perdre toute une équipe, perdre toute une BU. Donc en fait à un moment donné il y a aussi une certaine acceptation qu'il faut avoir. Donc Et c'est un peu c'est un peu récurrent dans tout ce que tu nous dis, c'est accepter un peu de lâcher prise. Exactement. Un peu à toutes les étapes du scale, on le voit. Exactement. Mais du coup, je reviens aussi à ton point sur le build, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas espérer le Messi, ça n'existe pas. Je vous le dis direct, trouver la bonne personne, même à 200K, qui va tout gérer, etc. C'est pas vrai. Donc il y a peut-être 1-2 max éléments exceptionnels dans chacune de vos boîtes, même s'il y a 200 ou je sais pas combien de personnes, et qui vont faire la pluie ou le beau temps de la boîte, je pense, quasiment de l'organisation. Et après, les autres personnes, faut quand même effectivement accepter un certain degré de bordel et de chaos et construire autour. Et plus on monte dans les responsabilités, et plus ça va être le cas. Il y a des cas de figure dans lesquels il y a des associés de la boîte à petit niveau, mais quand même qui pourraient prendre, qui prennent, je sais pas, des millions d'euros. Et qui sont en fight. Il y a des histoires comme ça où en tant que dirigeant, faut savoir prendre du recul. Trop bien. Et donc du coup, question aussi qui revient au moins une fois par mois, c'est comment je mets du variable, comment j'incentive mes collaborateurs. Alors nous, c'est très souvent les équipes de vente dont on parle, comment je commissionne mes closers, mais il y a aussi les consultants, il y a aussi tout le reste de l'équipe. Du coup, toi, tu gères comment Parce qu'il y a l'incentive des gens qui vont produire de la valeur directement et c'est quantifiable. Il y a peut-être aussi les fonctions support. Est-ce que tu les incentives aussi et si oui, comment tu gères ? Alors nous, les fonctions... Je vois qu'il hoche la tête, donc c'est là que j'ai posé une bonne question. Ouais, c'est un gros sujet. Je vais essayer d'être assez simple et concis. En gros, nous, on a fait un peu le yo-yo, c'est-à-dire qu'on avait une structure au début d'incentive qui était basée sur le chiffre d'affaires, payé trimestriellement. Sur la base du facturé. Donc on était vraiment très agressif sur, en fait, plus tu gérais de chiffre d'affaires en tant que consultant, tu étais payé directement un pourcentage de chiffre d'affaires là, au-dessus d'un certain cap, certain montant. Et c'était payé trimestriellement, je crois, pas mensuellement. Donc c'était très fair, très mathématique, et très compliqué niveau comptable. Très très compliqué parce qu'en fait est-ce que est-ce que c'est facturé, est-ce que c'est facturé, est-ce qu'il n'y a pas un litige, est-ce que machin, donc c'était très compliqué. Et mais en fait il y en avait qui étaient à 35K en fixe et qui gagnaient 50K au mois 3 en tant que junior quoi. Donc c'était un modèle qui était ultra pour ceux qui avaient faim, c'était ultra rémunérateur. Je vous parle de ça il y a 6 ans, donc c'était avant Covid et tout ça. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un comportement de chasseur de primes et un peu en fait, c'est normal, c'est mon dû en fait. C'est mon dû et c'est normal. Et en plus, vous essayez de m'avoir parce qu'en plus, moi, j'ai fait mon petit calcul sur Excel et je suis pas tombé sur les mêmes je suis pas tombé sur les mêmes calculs et donc en fait, vous voulez pas me payer, etc. Alors qu'en fait, c'était un effort énorme de ma part, de la part de la boîte, de payer ça, d'être le plus rémunérateur possible. Donc en fait, on est repassé sur des modèles et le problème de ça en fait aussi ce que ça faisait, c'est qu'on avait cinq consultants plus consultants seniors, je sais plus exactement, on avait 5 critères de passage en fait, 5 niveaux, 5 levels et chaque level on passait peut-être de 35 à 37 reval annuel 35-37, mais on changeait pas ce modèle de variable. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que le fixe voulait rien dire, parce que les gens en fait gagnaient 37 au lieu de 35. En fait, ça changeait pas grand-chose. Et tout était basé sur le variable, qui débloquait très rapidement, et pour lequel ils n'étaient pas forcément toujours contents au final, quoi. Donc en fait, on est repassé sur un modèle un peu plus classique, annuel. Moi, je vous conseille de faire de l'annuel. Donc vraiment, soit date d'anniversaire, soit fin d'année pour tout le monde, comme ça, à un moment donné, c'est le même moment. Je vous conseille de caper le variable à 10 ou 20% du fixe, un truc assez standard.
et le variable de le répartir une partie sur de la perf, ça peut être 50% en plus sur de la perf, mais le reste ça peut être des critères plus qualitatifs de projet, d'OKR, de projet pardon, pas d'OKR, et d'appréciation du manager, qui est quelque chose de complètement subjectif, ouais, okay. mais au moins où il y a une adhésion avec le manager, quoi. Okay. Et en fait, du coup, au final, on a payé moins de primes, on a eu beaucoup moins de critiques. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les points de passage. Donc en fait, on faisait des augmentes assez importantes de 5K ou plus chaque année. Même parfois, on s'accordait le fait de le faire en 10 mois. Si la personne fitait les objectifs qu'on se fixait pour, par exemple, le passage d'un senior, si on considère que tu l'as, ok, tu passes en senior et tu prends 5 ou 10 cas de plus, sans broncher. Donc on a redonné, on va dire, on a revalorisé ce passage de grade et on a fait en sorte que le variable était un peu plus cadré. Et donc ça, je vous conseille vraiment ça. Après, un autre truc que je vous conseille, par contre, là, sur les commerciaux, parce que moi j'en ai perdu plusieurs à cause de ça, c'est quand vous avez des commerciaux qui sont plus juniors et qui finalement sont très bons. Au bout d'un an, ils sont formés, ils sont très bons. Parfois, il faut faire un gap important. Il ne faut pas hésiter à le faire. Parce qu'en fait, sinon, on le perd. Et donc, faut aussi quand même se dire que parfois, ça vaut le coup de mettre... ça vaut le coup de faire le gap, parce que sinon, et de le garder un an de plus, plutôt qu'il parte chez un concurrent plus rapidement et qu'on perde cette année alors qu'en fait, il a été formé pendant un an. Ouais, hyper intéressant. Qu'est-ce que ça me coûte de l'augmenter? Qu'est-ce que ça me coûte de le perdre, quoi? Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette mécanique. Cette mécanique, ok. Trop cool. Alors, comment tu gères les mauvais éléments? Comment tu les évacues? À quel moment? Est-ce que ça a dû forcément t'arriver vu le volume de collaborateurs que tu as eu? Et comment tu gères ça? Ouais, alors, les mauvais éléments... En fait, le sujet que tu as le plus, souvent, c'est un peu... Je reviens à cette... En fait, souvent, on est sous contrainte, en fait. C'est ça le principal sujet, c'est que souvent, il y a une contrainte de temps ou d'argent. Et donc, en fait, on est obligé de recruter un petit peu dans l'urgence ou de recruter pas forcément la bonne personne. Donc, ça part plutôt de ce postulat-là. Donc, du coup, on a même peur d'évacuer les mauvais éléments parce qu'en fait, on n'a pas le flux. Ouais. Donc, je pense que déjà, il faut s'assurer d'avoir un certain flux, ce qui permet déjà de se rassurer et de se dire, je peux faire la transition avant de perdre quelqu'un qui, en fait, va... Parce qu'en fait, si on perd quelqu'un, même qui n'est pas très bon, ça va impacter les autres collaborateurs qui sont bons, qui vont le prendre comme une punition, et qui vont eux-mêmes, en fait, se dire, en fait, pourquoi je suis puni? Je donne tout et en plus, j'ai plus de travail. Donc déjà, il faut s'assurer en amont de résoudre le vrai problème qui est le flux. Donc on revient au flux. Et après, le sujet, c'est qu'il faut quand même... Avoir la liquidité, le flux, ça te solutionne tout, en fait. Ouais. On le voit, là. Le flux et la qualité on va dire des piliers. Parce qu'en fait, les piliers, je reviens un petit peu à ce côté d'avoir les bonnes personnes. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui vont aussi identifier les mauvais comportements et ne pas les tolérer. Parce qu'en fait, si on a quelqu'un qui, en fait, accepte... parce qu'à un moment donné, c'est moi, ceux avec lequel j'ai le plus eu du problème, c'est que moi, je voyais des sujets, mais que d'autres ne voyaient pas, ou en tout cas ne considéraient pas de la même manière. Donc il y a une question d'alignement et d'incentive, forcément sur le chiffre de la BU par exemple, parce que si moi forcément je suis incentivé sur le chiffre, mais si le manager il n'est pas incentivé, enfin qu'il se rend pas compte qu'un mauvais élément ne lui permettra pas de faire le chiffre parce que lui-même n'est pas incentivé sur le chiffre, ou pas assez ou pas de la bonne manière, il va pas forcément vouloir s'en séparer parce qu'il voit pas l'impact en fait. Donc il faut vraiment que ce soit bien incentivé. Et une fois qu'on a dit ça, on va avoir les bons managers qui vont pas tolérer des choses... Il faut des yeux, des oreilles partout, quoi. Exactement, des choses un peu standards. Mais voilà, il faut quand même des gens qui aient une certaine tenue. Et ça, c'est pas forcément évident parce que personne n'a envie de fliquer, personne n'a envie d'être désagréable. Donc c'est vrai qu'il faut quand même... donc ça demande quand même un petit peu de bouteille. Donc je pense qu'il y a une question de juniorité aussi. Une personne qui a entre 25 et 27 ans, compliqué avec le copain, machin, de mettre un peu un taquet ou d'être... il y a une question un petit peu d'expérience, etc. Donc je pense, voilà, c'est un ensemble de ces choses-là. Puis une fois qu'on a... Et puis après, c'est aussi, il faut être assez... faut vraiment pas tolérer, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être assez... faut être assez rigoureux une fois que ça va pas et qu'on a les bons managers et qu'on a le flux. Et là, il y a plusieurs méthodes.
plus ou moins fortes en fonction du cas de figure. Et je pense qu'il faut... alors moi, j'ai eu assez peu de problèmes en réalité avec le flux. Mais voilà, moi je suis assez flex sur les ruptures conventionnelles par exemple. C'est quelque chose, c'est un bon outil aussi pour séparer. Et puis quand Tu dis flex, c'est-à-dire que tu lâches vite, quoi. Ouais, Dans la négo, t'es facile, quoi. Ok. En fait, je suis plus. En fait, il faut mieux parfois, en tout cas, moi, à ma taille, mon échelle, il faut mieux que ce soit smooth et qu'on s'entende bien et que je paye. De toute façon, pas trop le choix en tant qu'employeur. Bien sûr. Plutôt que de traîner un problème. Et puis après, quand c'est là où par contre, parfois, il faut savoir prendre un peu des risques, mesurer entre guillemets. C'est lorsqu'il y a peut y avoir des risques. Il peut y avoir des risques. Enfin, en fait, vous sentez mal un collaborateur, ou il peut y avoir des risques, on va dire il peut y avoir des risques qui se protègent, qui se mettent en arrêt, enfin, qu'il y a des choses un petit peu comme ça. Là, il faut savoir aussi parfois tirer, prendre des risques juridiques mesurés, de mise à pied, de faute. Le plus important dans tout ça, et ce qui est souvent négligé, vraiment, c'est des trucs RH de base, mais pour moi qui me parlait pas vraiment, je suis fondeur sales, donc le RH, c'est vraiment pas mon truc. Mais en fait, ces points de passage, ces petits documents, tout formalisé, ce mensuel, ce trimestriel, on s'était dit ça, tes objectifs c'était ça, ça allait pas, le petit mail formalisé, c'est con, c'est chiant. Mais en fait, tu balises la relation. Tu montes un dossier en fait. Enfin, et en fait derrière, ça arrive naturellement. Donc en fait, c'est réussir à faire en sorte que ça arrive naturellement, que ce soit pas un point de rupture, que ce soit des choses qui soient dites. Et ça, c'est cette rigueur-là, c'est réussir à former les managers à ça. Et donc, en fait, on s'évite beaucoup de problèmes. Et puis, parfois, quand il faut tirer, il faut tirer. Il y a quelques voilà, il peut y avoir des comportements. Après, c'est des comportements. Vous avez quelqu'un qui vous sentez pas, qui vous dit pas la vérité, qui, voilà, là, à un moment donné, faut savoir aussi être vif, et être le premier et être vif. Pas trop en dire et voilà, et ça c'est un mix d'expérience et je pense que moi j'ai toujours un avocat social dans la boucle, donc avec qui je bosse depuis longtemps sur des cas, voilà, je lui demande voilà, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué, voilà, j'ai déjà pu sortir quelqu'un qui était en arrêt par exemple, ce qui se fait normalement pas trop, mais voilà, j'ai pris le risque parce que c'était un risque qui était possible de prendre à ce moment-là. Donc voilà, il y a des questions d'ancienneté, des questions de... c'est un calcul parfois. J'ai pas le préavis à payer, donc je peux peut-être... Voilà, si jamais j'ai un problème derrière, ça me coûtera ça. Mais là, on voit, même si on a des business qui nous passionnent, des business un peu lifestyle et tout, c'est notre devoir aussi de se professionnaliser dans ces trucs-là, parce qu'en fait, le risque, il est bien plus grand. Et donc, il faut accepter cette partie qui est clairement chiante dans nos business. Nous fait chier de faire les comptes rendus de réunion, ça fait chier de faire les trucs annuels, etc. Mais c'est ce qui fait en fait qu'on va pouvoir kiffer notre boîte pendant longtemps. On a quand même des responsabilités en tant qu'entrepreneur. Et le risque RH, alors pour le coup, je touche du bois, c'est pas un truc que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est le seul truc que j'ai pas eu jusqu'à maintenant, je crois. Mais il paraît que c'est de loin le truc le plus chiant et le plus vorace aussi en termes de cash. Hein. Donc vraiment là-dessus, faut accepter. Non, puis je pense qu'à un moment donné, c'est aussi... savoir aussi mettre... Enfin, je pense que c'est aussi comment on se tient nous-mêmes dans notre orga. Quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu plus proche des collabs. Je suis peut-être un peu plus... je suis plus... T'as changé de posture ? Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Trop bien. Alors, on est un peu pris par le temps, apparemment. Est-ce qu'il y a des questions pour Étienne ? En tout cas, c'était top. Merci Étienne. Julien ? Donc, tu as parlé d'IA, comment vous l'utilisez et qu'est-ce que vous proposez autour de l'IA ? Ouais, aujourd'hui, l'IA est dans effectivement quasiment tous les produits qu'on utilise. Quelque part, on est des revendeurs de pas mal de solutions différentes. Donc, ces solutions vont embarquer de l'IA. Donc, déjà, on va utiliser effectivement ces solutions IA au mieux, réussir à faire en sorte qu'elles fonctionnent le mieux. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire avoir la bonne data déjà pour que l'IA fonctionne bien dans les outils. Après, on peut avoir l'IA qu'on va utiliser nous-mêmes pour être plus productif dans la production de documents, d'annonces, de process internes. Et puis après, on va avoir aussi des services qui vont arriver vraiment dédiés, où on va vendre des services et potentiellement des produits liés à l'IA. Et là, c'est plus au stade embryonnaire. J'ai l'impression, moi, là où ça commence à aller, c'est qu'il y a vraiment des... on parlait vite fait tout à l'heure, mais il y a Salesforce qui a sorti leur Agentforce, donc c'est des bots IA. Par exemple, il y a des bots vente, il y a des bots marketing.
il y a des bots de service client. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de ce type d'agents IA développés, donc, et aussi d'intégrer des nouveaux produits et software IA au sein de nos clients pour transformer l'organisation, pour leverager l'IA. Donc je pense que ça va être un mix de services et de services, de vente de logiciels et potentiellement de software qu'on va devoir proposer à nos clients pour l'IA. Mais ouais, moi je suis ultra bullish sur l'IA. Il y a 6 mois, c'était encore pas top et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de solutions cool. Et voilà, donc ouais, je pense que ça va être pour nous une opportunité parce que ouais, je pense que ça va être une opportunité parce qu'aujourd'hui, en termes de... Enfin, nous, sur notre secteur en tout cas, sur la manière dont je le vois, sur le media buying en tout cas et sur d'autres services, il y a quand même beaucoup de concurrence. Voilà, il y a des vrais sujets au niveau de la dominance des GAFA, de Google, etc. Ils sont quand même chatouillés. Donc il y a aussi, moi je pense que dans un avenir proche, il y a une partie des budgets des annonceurs qui sera mis ailleurs. Donc ce sera je pense sur l'IA ou sur autre chose. Donc ça va être des budgets qui vont être pris à Google et mis ailleurs, je pense. Hein. Intéressant. On revient au manifeste, on revient à la théorie et la thèse. Exactement. On est vraiment là-dessus. Yes, Anne-Laure ? Comment tu fais accepter les automatisations à l'équipe ? Comment tu manages ce changement auprès de l'équipe qui peuvent se sentir remplacés ? Je pense qu'avant, moi, en tout cas personnellement, j'étais stressant parce que j'avais un discours vraiment, de toute façon, vous allez tous vous faire réaliser, on va tous faire réaliser. C'est pas mal comme verbe ça. Voilà, et en gros, voilà, vos boulots. Moi, je suis un peu comme, en fait, parfois, je suis pas très pédagogue parce que c'est plus, en fait, c'est la merde. Le management par l'angoisse. Ouais, c'est ça. Dans 2 ans, ça va. Et en fait, donc j'ai compris que ça, c'était pas bon. Pas une bonne pratique, donc je dirais qu'ils font plus accompagner, former, mais ma vision c'est que globalement, voilà, en tant qu'humain, on est assez limité face à ces IA, etc. Ça va être compliqué pour beaucoup. Ça va vite. Il y a trop déjà dans nos métiers, il y a trop de choses en fait. Il y a trop de data, il y a trop de choses. C'est déjà compliqué à gérer, très compliqué à gérer. Donc je pense que voilà, on va revenir sur des skills plus sociales, humaines, de savoir des choses comme ça, plus que de la technique. Donc je pense que ça va être plus sur accompagner le collaborateur sur ça, parce qu'en fait, ils pourront pas faire mieux qu'une IA. Et après, j'ai une autre théorie en ce moment, c'est que je pense qu'une fois que tu construis une activité sur moi ce que je vois aujourd'hui, mais j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout vu. Mais je pense qu'une fois que tu construis une activité sur un secteur, sur un segment de marché, une niche, un truc, que tu as une marque associée à un service ou un produit, en fait, le changement, tu le fais pas en fait. Tu le fais à la marge, tu le fais en renouvelant des équipes, etc. forcément. C'est du renouvellement d'équipes, je dirais. Mais en fait, tu rachètes des boîtes, tu remontes des services au sein de ta boîte avec de nouvelles marques, ou tu lances des nouveautés. En fait, tu changes pas réellement un truc en fait. Tu relances ou tu rachètes ou tu vends. Mais je le vois plus comme ça maintenant que, tiens, je change quelque chose au sein d'une même boîte, que je trouve en fait ultra complexe et je sais même pas si c'est faisable en fait. Donc en ce moment, je me dis ça, peut-être que j'ai tort, mais... Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis à 1000% d'accord avec toi. Je crois pas au changement, je crois pas aux efforts, je crois pas à tous ces trucs-là, donc je suis 100% d'accord. Et en fait, t'as des vases communicants, t'as une activité qui fait c'est moins le moment, ça fait 10 ans, voilà... Cycle de vie. Exactement, donc... 1000% d'accord. Donc voilà, et en fait, je pense que il faut vivre ce cycle-là en tant qu'entrepreneur. Il faut aussi se détacher, en fait, ça revient un peu à la revente, etc. Il y a un travail à faire sur soi-même pour se détacher aussi de ces cycles-là. Ce sera un topic un peu trop long là pour rentrer dedans, mais c'est pour ça qu'il faut prendre quand on peut prendre. Je pense. Je dirais un conseil, prenez de l'argent quand vous pouvez en prendre. Et faites du sport. 5 fruits et légumes par jour. Non, mais voilà, soyez aussi chill par rapport à ça, parce qu'en fait, faut pas non plus attacher trop son identité. Enfin, je pense qu'il faut aussi savoir faire la part des choses, se payer et avoir toujours un œil sur d'autres trucs, continuer à vous former pour pas que ça devienne tiens, si j'ai pas ça, ou si je me fais IAiser, etc. Enfin, faut penser ça, vous le savez tous ici, on est tous des entrepreneurs, donc on est toujours sur, je pense, ce qui se passe plus tard et comment lire un peu les choses. Donc, faut pas trop les lire trop en avance et pas s'obséder par de la macro qui est assez peu applicable.
il faut quand même se dire je peux dégainer assez vite sur autre chose et c'est fine, quoi. Trop bien. Merci beaucoup Étienne et merci à tous pour vos questions. C'est très bien. Merci, c'est top.